Monsieur le Premier ministre, mes chers François aussi, de t'accueillir ici en Dordogne, où nous espérions ton passage et nos vœux sont exaucés. Oui, cher François, je suis très heureux que nous soyons si nombreux pour t'accueillir ici. Je voudrais dire que c'est la première fois qu'un chef du parti gaulliste est élu. Il y a des élections. Alors je ne suis pas contre la démocratie, mais je crains dans les élections qu'il y ait des affrontements, ça ne sera pas ton cas naturellement, qu'il y ait des affrontements et qu'il y ait des séquelles ensuite, que les gens disent « Ah, moi je n'avais pas voté pour celui qui a été élu, je vais voter pour l'autre ». Donc je préfère le système où le chef du parti est désigné de façon différente que comme au bon vieux temps. Alors, au bon vieux temps, je m'excuse, en un moment, je vais évoquer le temps où j'étais moi à la tête du parti. C'était lorsque Chirac était Premier ministre de Giscard. Alors il y avait eu, au sein, j'étais déjà dans les dirigeants du parti, il y avait eu un peu d'agitation, on peut comprendre, et le secrétaire général avait démissionné, c'était Sanguinetti. Et on se demandait qui pourrait succéder à Chirac, et excusez-moi, mais il y avait deux noms qui étaient mis pas à Chirac, à Sanguinetti, il y avait deux noms qui étaient mis en avant, c'était le mien, et puis celui de, enfin bon, c'est le nom m'échappe maintenant, c'est pas de Chalandon. Alors un jour je suis appelé à aller à Matignon par Chirac, je devais arriver à 11h30, j'arrive à 11h20 et je vois, sortant de Matignon, Chalandon, on se croise et il me dit « Je salue en toi le nouveau secrétaire général du parti ». Ah bon, donc je le savais en arrivant dans le bureau de Chirac et je l'ai naturellement remercié. Mais la situation, comme vous savez, n'a cessé de se tendre. J'allais régulièrement voir Chirac. C'était assez extraordinaire d'ailleurs parce que les secrétaires du parti n'arrivaient pas à rencontrer le Premier ministre qui était trop occupé. Et là, il suffisait que je demande un rendez-vous, je l'avais sur l'heure et je voyais Chirac devant un bureau vide. Et la dernière fois que je l'ai vu, il y avait sur sa table un roman policier. Et effectivement, quelques jours après, j'ai appris qu'il quitterait son poste, puisque ça a été décidé début août, mais que c'est devenu officiel à la fin du mois d'août. Et il m'a appelé et il m'a dit, écoute, je vais te dire une chose, maintenant que je ne suis plus Premier ministre, je vais prendre la direction du parti. Naturellement, c'est moi qui l'avais, mais je me dis, très bien, je suis tout à fait, mais c'est vrai, moi j'étais tout à fait d'accord avec lui. Et il m'a dit, d'ailleurs nous allons changer le parti, nous allons lui donner une autre allure, en l'appelant le RPR, et il m'a dit, je te demande de préparer les choses. Donc pendant quelques semaines, j'ai préparé le passage de témoins à Chirac, et lorsque nous avons fait la grande réunion où j'avais à peu près autant de monde qu'ici, maintenant, merci en tous les cas d'être aussi nombreux, les représentants de toutes les circonstances, de tous les départements, c'est moi qui ai annoncé que je me retirais et que je passais la main à Chirac. Là, ils se sont tous levés, ils ont applaudi, acclamé, ça se produira, je l'espère, aussi pour toi, et sans qu'on ait eu à voter, Chirac, ancien Premier ministre, est devenu président du mouvement RPR. Alors nous sommes dans une situation un peu comparable. Je dois dire que quand on a été Premier ministre pendant 5 ans du président de la République, quand on a été pendant 5 ans, qu'on a fait tout ce que tu as fait, et en plus je te connais très bien, car nous avons siégé ensemble pendant des dizaines d'années à l'Assemblée nationale, tu es vraiment l'homme dont nous avons besoin
dans la crise que traverse la France et que traverse le monde, être sûr que la France pourra être prise en main, le cas échéant, à une prochaine élection le plus rapidement possible, par notre parti, tel que tu l'auras remis sur les rails. Vive François Fillon! Avant de saluer Yves Guénat, je voudrais saluer ma famille qui est ici. Mes cousins nombreux j'ai rien touché. Je disais mes cousins nombreux et mes amis d'enfance du lycée Lexideuil, de l'école de Saint-Germain. Bref, je suis fier d'être périgourdin et je suis fier d'être ici pour vous dire pourquoi j'ai envie de voter et je vais voter François Fillon. Mais d'abord, je voudrais saluer Yves Guénat. Yves Guénat qui pour moi, que je salue avec affection, si je peux me permettre Yves, avec amitié, qui pour moi est un exemple. Un des plus fantastiques maires qu'on a eu à Périgueux. Bravo Yves Guénat. Et puis il y a tas d'autres choses dont il a un peu parlé, dont je reparlerai tout à l'heure. C'est une fierté pour moi d'être une fois de plus à tes côtés, Yves, derrière François Fillon. Et puis mon frère d'armes, Jérôme Perra, je le rappelle parce que c'est vrai, il a été directeur de télé Michel Yomari. Yves, la première présidente élue du RPR, quand même. Quand même. Ben, François sera le deuxième. De l'UMP. Et avec Jérôme, périgourdin, nous le sommes tous les deux. Périgordin, nous le sommes tous les deux. Et c'est vrai qu'on est fiers de pouvoir aider cette terre qui nous a vu naître. Alors, quelques raisons, et rapidement. Pourquoi voter pour François Fillon? Tout à l'heure, tu l'as dit, c'est un homme d'État. Et je pense qu'à la tête de l'UMP, il faut un homme d'État. Il faut un homme capable d'incarner une véritable alternative face au pouvoir socialiste. Il faut quelqu'un de crédible. Qui mieux que le Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans? Qui mieux qu'un ministre qui a fait des réformes dont j'ai parlé, les plus courageuses probablement des 20 dernières années? Qui mieux que celui-là, François Fillon, peut incarner cette alternative crédible et nous faire gagner des élections municipales en 2014, des sénatoriales, car il faut récupérer le Sénat qui suivent dans la suite des régionales, et puis en 2017, c'est François Fillon qu'il faut à la tête de l'UMP pour engager ces combats. Et merci de cet accueil ensoleillé. Pardonnez-moi de vous parler assis sur une table, j'ai encore une cheville un peu fragile. C'est normal, c'est la cheville gauche, elle a besoin de beaucoup de rééducation. Et puis surtout, vous allez vous dire, ça fait longtemps que cette cheville est fragile, mais comment voulez-vous que je guérisse avec tous les compliments qu'on me fait tous les jours et qui ne font que la faire enfler? Je veux remercier Jérôme Perra pour avoir organisé cette réunion, je veux le remercier pour son soutien, on travaille ensemble depuis longtemps, j'ai beaucoup d'affection pour lui, j'ai beaucoup de respect pour son travail. Je pense qu'il peut ici continuer à enfoncer ses racines et apporter beaucoup à cette région qui a besoin d'être défendue. Je veux vraiment lui dire merci et je veux vous le remercier en l'applaudissant. Je veux dire que je suis fier de tenir cette réunion en présence d'Yves Guénat. Je suis fier parce que Yves Guénat représente pour moi cette épopée du gaullisme. Quand j'ai été élu député pour la première fois, j'étais le Benjamin de l'Assemblée nationale, c'était il y a très longtemps, c'était au moment de la vague rose de 1981. Je me souviens de ma première réunion avec le groupe parlementaire. Il y avait comme ça à la tribune Jacques Chirac, Pierre Messmer, Yves Guénat, il y avait Olivier Guichard, il y avait Jacques Chaban-Delmas, il y avait Alain Perfit. Parfois, on se prend un peu à rêver à cette époque-là. Et on se dit que peut-être il faudrait renforcer un peu la qualité des hommes et des femmes qui s'engagent dans la vie publique et qui viennent apporter leur engagement, leur force, qui viennent apporter leur intelligence au service de notre pays. En tout cas, Yves Guénat a joué un rôle fondamental dans le redressement de la France, dans cette épopée gaulliste, et je veux dire que pour moi, je suis presque un peu intimidé d'être à ses côtés aujourd'hui. Explication divine, mais son explication m'a assez séduit finalement. Parce que je voudrais vous dire que moi je suis candidat contre personne.
C'est pas François Fillon contre le sortant Jean-François Copé. Moi, je suis candidat parce qu'il n'y a pas de président de l'UMP. Il n'y a plus de président de l'UMP depuis la décision de Nicolas Sarkozy de se mettre en retrait de la vie publique. D'ailleurs, je veux vous dire que si Nicolas Sarkozy n'avait pas pris cette décision, s'il avait voulu rester à la tête de notre famille politique, évidemment que je n'aurais pas été candidat. Bien sûr que je n'aurais pas été candidat. Je suis candidat pour être président de l'UMP, pas pour être secrétaire général de notre mouvement. Si vous me faites confiance, c'est Valérie Pécresse qui sera secrétaire général de notre mouvement. Et je suis candidat parce que Nicolas Sarkozy a choisi, après la défaite des présidentielles, de se mettre sur le côté de la vie politique. Je veux vous remercier de votre présence. Je veux vous dire qu'on arrive à la fin de cette campagne et j'ai fait presque une centaine de réunions à travers toute la France, ce qui n'est pas trop mal pour quelqu'un qui avait un petit passé. Et au cours de ces réunions, j'ai partout rencontré le même enthousiasme. J'ai partout rencontré la même affluence. J'ai partout rencontré la même gravité. Cette gravité qui, au fond, vous conduit à vous engager dans cette campagne. Parce que vous voyez bien qu'au-delà de l'élection du président de l'UMP, se joue autre chose. Ce qui se joue, c'est la question de savoir si nous allons être capables d'incarner un espoir pour les Français. Et pas dans 3 ans, dans 4 ans, maintenant. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on incarne un espoir pour les Français maintenant? Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons tout droit vers une crise politique. Une crise politique, c'est quand les Français se disent les élections, le fonctionnement normal des institutions ne nous a pas permis d'exprimer notre volonté, ne nous a pas permis de trouver une solution aux problèmes de notre pays. Pourquoi est-ce que je vous parle de crise politique? Parce que nous sommes au début du quinquennat. Et que 6 mois après son élection, François Hollande est déjà impopulaire. Parce que 6 mois après l'installation de ce gouvernement, les Français sont frappés d'une très grande désillusion. Et depuis le début de cette campagne, à chaque fois que je mène des réunions comme celle-là, je me demande toujours, mais est-ce qu'on est au début ou est-ce qu'on est à la fin du quinquennat? Parce qu'on parle comme si demain c'était l'élection présidentielle. On sent que les Français, ce qu'ils ont envie, c'est de se débarrasser de cette équipe et d'en choisir une autre. Malheureusement, on n'est pas à la fin du quinquennat. Il y a encore 4 ans et demi devant nous. Et si nous ne sommes pas capables de dire aux Français, dès maintenant, voilà, il y a un espoir. Et l'espoir, c'est nous. L'espoir, c'est l'UMP. L'espoir, c'est une équipe qui est une équipe qui vous dit la vérité. L'espoir, c'est une équipe qui, par son comportement, par le projet qu'elle vous propose, est capable de rassembler les Français pour engager le redressement national. Eh bien, si on ne fait pas ça, alors le risque, c'est que les Français soient tentés par l'aventure. C'est ça que j'appelle la crise politique. Qu'ils soient tentés par quoi? Eh bien, par voter pour les extrémistes. Qu'ils soient tentés d'aller vers le conflit social pour certains d'entre eux. Qu'ils soient tentés d'aller vers une certaine forme de violence. Parce que la France, c'est pas un pays tranquille. La France, c'est un pays qui a connu déjà des éruptions. La France, c'est un pays qui, quand il est confronté à un choix historique, et nous sommes confrontés à un choix historique, et je vais revenir dessus, c'est un pays qui a toujours hésité entre 2 attitudes. Ou bien le rassemblement du peuple français pour redresser la nation, ou bien au contraire la division, la violence, l'aventure, les extrémistes. Et à chaque fois que les Français ont choisi cette voie, ça s'est toujours mal terminé. Ça s'est toujours conduit par l'abaissement de notre pays. Donc oui, nous devons incarner dès maintenant un espoir. Je sais bien qu'il y a des amis qui me disent « Mais François, tu te trompes de campagne. C'est une campagne interne. On parle de l'UMP, on ne parle pas de la France. » Pardon, l'UMP, ça ne sert à rien si ça n'est pas pour le service de la France. Un parti politique qui ne s'intéresse qu'à lui, qui ne s'intéresse qu'à son organisation, qui ne s'intéresse qu'à ses élections, qui ne s'intéresse qu'à son petit socle électoral, c'est un parti qui ne sert à rien, c'est un parti qui n'a aucun avenir. Un parti, ça n'a de sens que s'il incarne un pays. Et pour moi, au fond, mon parti, c'est mon pays. Et je veux défendre mon pays. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez gagner les élections municipales, vous ne vous trompez pas. Il faut que nous soyons capables, dès maintenant, d'inspirer aux Français confiance. Il faut que nous soyons capables de leur redonner un cap, de leur redonner un avenir, un espoir. Et à ce moment-là, oui, ils voteront pour nos candidats, à condition qu'ils soient bons, aux élections municipales. Mais si on n'a pas fait ce travail, alors même si on a des très bons candidats aux élections municipales, il n'y aura pas de vague bleue. Parce que les extrémistes font un score élevé. Et si les extrémistes font un score élevé, vous savez bien, on ne peut pas gagner
les élections. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation où je vous parle d'un choix historique? D'abord, je veux vous dire que vous, les militants, vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez fait pendant 5 ans. Vous n'avez surtout pas à rougir du combat qui a été le vôtre, qui a été le nôtre, à l'élection présidentielle et à l'élection législative. On n'a pas été battus parce que vous n'avez pas été suffisamment engagés. On n'a pas été battus parce que nos candidats n'étaient pas des bons candidats. Non, on a été battus parce qu'on a été pris en ciseaux entre une crise économique qui touchait la vie des Français et en même temps un candidat socialiste qui a tenu un discours mensonger et qui a fait croire aux Français qu'on pouvait sortir de la crise sans avoir besoin de faire des efforts. La vérité, c'est que Nicolas Sarkozy et moi, pendant 3 ans, pourquoi je dis 3 ans? À partir du moment où la crise est devenue violente, on a eu une seule préoccupation. Et c'est ce qui explique, d'une certaine façon, notre défaite. Empêcher l'économie française d'entrer en récession. Empêcher l'économie française de s'effondrer. Empêcher l'économie française de basculer du côté de l'Espagne, du côté de l'Italie, du côté du Portugal, du côté de la Grèce. Et donc sauver la monnaie européenne, sauver l'aventure européenne. Parce que si la France avait basculé du côté de l'Espagne, de l'Italie et des autres pays qui sont en récession déjà depuis 2 ou 3 ans, alors je pense que la monnaie européenne n'y aurait pas résisté. Parce que l'Allemagne a beau être forte, elle ne peut pas tirer toute seule un train dont tous les wagons auraient été des wagons en récession. Oui, on s'est battu. On s'est battu toutes nos forces. Et ça nous a amené à prendre des décisions souvent dures. Des décisions que nous n'avons pas eu le temps d'expliquer parce qu'il fallait les prendre dans l'urgence et qui ont pu choquer les Français. En tout cas, qui ont pu les amener à écouter d'une autre façon le discours de François Hollande et le discours de la gauche. Oui, quand il a fallu sauver vos économies, en sauvant les banques, on a eu 24 heures pour décider. Quand il a fallu sauver l'industrie automobile française, on l'a fait en quelques jours. Parce que je veux vous faire remarquer que nous, on l'a sauvé, l'industrie automobile française. Je veux dire que pendant que nous étions au pouvoir, il n'y a pas eu de fermeture d'entreprise, ni chez Peugeot, ni chez Renault. Je ne dis pas que c'était facile, mais on s'est battu pour l'empêcher. Je dis ça parce que j'écoute les leçons que nous donnent sans arrêt aujourd'hui Montebourg et les membres du gouvernement. Ce que je constate, c'est qu'en dehors de donner des leçons et faire des discours, ils sont juste incapables d'empêcher l'industrie automobile de plonger. Oui, on s'est battu de toutes nos forces et on a pu faire des dégâts. Parce qu'on a été comme des pompiers. On essayait d'éteindre un incendie. L'incendie de la crise économique européenne. Et ici, je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà eu affaire aux pompiers. Quand les pompiers éteignent l'incendie, ils font des dégâts. Et bien nous, on a peut-être fait des dégâts. Et ça explique que les Français aient écouté le discours de la gauche d'une autre oreille. Il y avait en face de nous François Hollande et ses amis qui disaient « Mais non, il n'y a pas de crise. C'est une invention de la droite, c'est une invention de Nicolas Sarkozy. Il y a un seul problème en France, qui s'appelle Sarkozy. Virez-le, tout ira mieux. Le chômage va baisser, la croissance va revenir, et l'harmonie sociale sera ce que chacun rêve. » Bon, eh bien les Français se sont laissés tenter, en tout cas certains d'entre eux. Seulement aujourd'hui, on voit le résultat. Les pompiers, je veux dire Sarkozy, sont partis, et bien l'incendie a repris, l'économie française se dirige tout droit vers la récession, les chiffres du chômage sont en train d'augmenter de manière historique, on vient de connaître 2 mois d'augmentation comme on n'en avait quasiment jamais connu, même au plus dur moment de la crise, il n'y a aucune perspective de redressement, on va tout droit vers la récession, la situation européenne est mauvaise, eh bien oui, parce que nous avons un gouvernement qui est un gouvernement qui a menti, un gouvernement qui n'est absolument pas préparé à faire face à la situation qui est celle de la France et de l'Europe aujourd'hui, un gouvernement qui donne le sentiment d'être désemparé, un gouvernement qui ne peut nous conduire qu'à une catastrophe économique. Pourquoi est-ce qu'on est dans une situation économique aussi dure? Pas à cause de la politique qui a été menée par Nicolas Sarkozy, pas à cause de la politique qui a été menée depuis 10 ans, pas à cause de François Hollande, parce qu'on est concurrencé, violemment, bousculé, depuis une vingtaine d'années, par des pays immenses qui sont en train de prendre notre place dans l'économie mondiale. Voilà la réalité. C'est vrai qu'on a mis un peu de temps à le reconnaître. On a mis un peu de temps à l'accepter. Mais il y a un continent asiatique qui est en train de monter en puissance et qui est en train de prendre la première place dans l'économie mondiale. Moi, j'affirme qu'aujourd'hui, quels que soient les chiffres de la richesse des États-Unis, de la Chine,
c'est l'Asie qui mène la lance. C'est le continent asiatique qui a pris le dessus sur l'Occident dans le pilotage de l'économie moderne. Et ce continent asiatique, c'est des centaines de millions d'habitants, c'est des milliards d'habitants qui travaillent très dur, qui innovent, qui investissent, qui font au fond ce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont fait pour nous. Parce que la France et l'Europe ne se sont pas construits à coup de 35 heures. La France et l'Europe sont construits avec des hommes et des femmes qui travaillaient 10 ou 12 heures par jour, dans les champs, dans les ateliers, dans les laboratoires. La France s'est construite autour d'ingénieurs, autour de chefs d'entreprise courageux, respectés, qui ont pris des risques, qui ont abouti à cette puissance économique qui a longtemps dominé le monde. Ben maintenant, ça se passe ailleurs que chez nous. Et la question qui est posée maintenant, c'est est-ce qu'on va réagir enfin? Est-ce qu'on va se réveiller ou est-ce qu'on va se coucher? Est-ce qu'on va accepter notre sort, c'est-à-dire le déclin, ou est-ce qu'on va se battre pour reprendre notre place? En tout cas, pour résister à cette compétition. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez me dire, mais au fond, est-ce que ça nous concerne? Ben oui, ça nous concerne. Parce que le déclin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre vie va être une vie moins bonne qu'avant. Ça veut dire que vous allez laisser à vos enfants un continent européen qui sera un continent européen où on vivra moins bien qu'avant. Le déclin, c'est quoi? C'est moins d'argent, c'est moins de richesse. Donc le déclin, c'est la fin du mode de vie auquel on est attaché. L'école et l'université gratuites pour tout le monde. Vous pensez que ça a toujours fonctionné comme ça? Vous pensez que c'est comme ça partout dans le monde? Bien sûr que non. C'est la conquête de nos parents, mais c'est une conquête qui n'a été possible que parce qu'on produisait. On produisait des richesses avec lesquelles on a pu se payer, ce qui est presque unique dans le monde. Le meilleur système de santé du monde, vous pensez qu'on va pouvoir le garder si on n'est pas capable de produire? Et ce système de protection sociale, qui est sans doute le plus généreux au monde, vous pensez qu'il n'est pas en train de s'effondrer? Donc le déclin, c'est la vie des gens qui change. Et en particulier, c'est la vie des plus modestes, qui est la première à être touchée par le déclin. Donc il faut réagir. Et il faut réagir en prenant les moyens d'une politique nouvelle. Et c'est ce que je reproche à François Hollande. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant l'été, je lui ai dit « Devenez le chef de l'État ». C'était pas pour me moquer de lui. J'avais bien compris qu'il était président de la République, ça m'avait hélas pas échappé. Je voulais simplement lui dire « Élevez-vous au-dessus du Parti Socialiste. Devenez l'homme de la nation », comme aurait dit le général de Gaulle. L'homme de la nation, c'est celui qui est capable de déplaire à ses amis pour défendre l'intérêt de son pays. Et aujourd'hui, défendre l'intérêt de la France, c'est mettre de côté le projet socialiste, qui est totalement inadapté à la situation, et c'est engager un projet de redressement national. Un projet de redressement national, c'est quoi? C'est travailler un peu plus, c'est dépenser un peu moins d'argent public, c'est assurer une meilleure formation des salariés français, et puis c'est faire attention que les producteurs soient un peu moins écrasés d'impôts et de réglementations pour qu'ils puissent se battre à armes égales dans la compétition européenne. Voilà ce que c'est qu'un programme de redressement national. Finalement, c'est pas si compliqué. Et je vais vous dire, si François Hollande avait engagé ce projet, je vais peut-être vous choquer, mais moi je l'aurais soutenu. Parce que mon pays, c'est plus important que mon parti. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France, c'est très grave. Non, il ne l'a pas fait. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Il y a des gens qui disent que c'est parce qu'il est dogmatique, parce qu'il est par idéologie. Moi, je trouve que c'est lui faire beaucoup d'honneur que de penser qu'il a une idéologie. Je pense qu'il n'a aucune idéologie. En réalité, c'est par sectarisme. Et ce sectarisme, il s'est manifesté tout au long de l'été. Et au fond, à cause de ce sectarisme, il a gâché toutes ses chances de devenir l'homme de la nation, de devenir le président qui peut rassembler. Ça commence le premier jour, quand il tourne le dos à Nicolas Sarkozy sur le perron de l'Élysée. Sur le coup, j'ai trouvé que c'était un geste mesquin, que c'était moche. Il vient d'être élu président de la République française, la 5e puissance du monde. Il ne peut pas descendre 3 marches pour accompagner celui qui a été le chef de l'État pendant 5 ans. Mais je n'ai pas compris tout de suite que c'était révélateur d'un caractère, d'une façon de gouverner. Parce que quelques temps après, on a eu toutes ces attaques sur les riches. C'est quand même François Hollande, le seul président de la République, de la 5e République, qui ait prononcé un jour cette phrase aussi bête: « J'aime pas les riches ». Franchement.
Comment on peut dire une chose pareille? Je veux dire, on peut dire je suis socialiste, je veux leur faire payer beaucoup d'impôts. Mais dire j'aime pas une catégorie de Français, j'aime pas les Français qui créent des emplois, j'aime pas les Français qui investissent, j'aime pas les Français qui payent beaucoup d'impôts. C'est quand même bête, il faut le dire, c'est bête. Ensuite, il a continué en s'en prenant aux chefs d'entreprise. Quand le chômage est monté en juillet, la réaction c'était désigner les chefs d'entreprise comme les responsables du chômage. Et d'ailleurs, il y avait dans le projet de François Hollande, pour l'instant on n'en entend plus parler, mais j'espère que ça ne va pas revenir, il y avait une loi pour interdire les licenciements. Franchement, on se demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. On n'aurait pas de chômage en France. On pourrait même faire voter une loi pour obliger les chefs d'entreprise à embaucher, comme ça tout serait réglé. Et puis ça s'est poursuivi avec ces attaques indignes sur l'entreprise PSA. Franchement, PSA c'est une entreprise, Peugeot c'est une entreprise qui a plus d'un siècle d'histoire. C'était quand même profondément choquant d'entendre cette équipe d'amateurs qui était là depuis moins de 100 jours donner des leçons à une entreprise centenaire. Et d'ailleurs, en entendant Montebourg et Hollande parler de PSA, je me disais heureusement que ce n'est pas eux qui dirigent les entreprises françaises. Parce que je n'aurais pas compris. Et puis cette politique de division, cette politique sectaire, elle se poursuit. Au lieu de prendre des mesures efficaces pour défendre notre économie, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous annoncent des lois, des réformes dites de société qui vont en réalité diviser les Français profondément. On leur demande de redresser l'économie, on leur demande de baisser le coût du travail, on leur demande de prendre des décisions efficaces. Non, non, pas du tout. Ce qu'ils nous proposent, c'est, en toute urgence, la loi sur le mariage homosexuel. Franchement, est-ce que c'est une urgence? Est-ce que c'est une priorité? Moi, je veux vous dire, je suis totalement opposé à ce projet. Totalement. Pour des raisons politiques comme pour des raisons philosophiques. D'ailleurs, j'ai indiqué que si le gouvernement persévérait dans cette erreur, et si vous me faites confiance en m'élisant à la tête de l'UMP, une des premières choses que je ferai, c'est d'organiser dans chaque département un grand débat public, où on invitera toute la population, et où on invitera des spécialistes qui viendront parler des questions qui sont les questions qui sont occultées aujourd'hui dans ce débat, c'est-à-dire les droits de l'enfant. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des enfants? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des conséquences psychologiques sur la construction de l'enfant qui va se retrouver dans un couple homosexuel? Parce que c'est ça le sujet. C'est pas la question de savoir s'il peut y avoir des sentiments entre des hommes, entre deux hommes ou deux femmes, et si on peut les reconnaître, ça c'est pas la question. On n'a pas de difficulté avec ça. On a une difficulté avec la filiation. On a une difficulté avec l'adoption. On a une difficulté avec le fait que le code civil désormais soit réécrit et qu'on parle de parents 1 et parents 2 plutôt que de père et de mère. Non, pour nous, un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Et à chaque fois qu'on peut lui en donner, il faut lui en donner. Voilà, et quant aux décisions économiques, franchement, c'est attristant, on n'ose même plus se moquer tellement c'est impressionnant. Ils sont arrivés en juillet, ils nous ont convoqués. On pensait que c'était pour mettre en œuvre des réformes socialistes, on aurait été contre peut-être, en tout cas au moins c'était des réformes, c'était positif. Non, pas du tout. C'était pour passer le bulldozer sur ce qu'on avait fait avec Nicolas Sarkozy. Donc on a passé tout l'été à annuler, à abroger des lois. On a abrogé la défiscalisation des heures supplémentaires, on a abrogé, c'est ça qui est sans doute le plus extraordinaire, on a abrogé la baisse des charges sociales, compensée par la hausse de la TVA, et maintenant ils sont en train de nous expliquer qu'il y a un problème de coût du travail, et ils sont en train de chercher comment ils pourraient baisser les charges sociales, en tout cas baisser le coût du travail, et augmenter la TVA. On se demande pourquoi ils n'ont pas laissé le texte que nous avions voté, qui était bien meilleur que ce qu'ils sont en train de faire. Parce que si le texte avait été maintenu, les charges sociales des entreprises auraient baissé au mois de septembre de 6%, la TVA aurait augmenté de 2 points, et on aurait eu une première décision favorable à l'économie française. À la place de cela, ils viennent de nous inventer une usine à gaz qui va consister à offrir peut-être demain, en 2014, si elles sont bien sages, après avoir subi beaucoup de contrôles, un crédit d'impôt aux entreprises qui se portent bien. Donc il n'y aura pas de baisse des charges sociales. Il n'y aura pas de baisse du coût du travail. Et en tout cas, il n'y en aura certainement pas en 2014. Mais par contre,
il y aura une augmentation de la TVA. Il y aura une augmentation de la TVA, et donc on peut résumer la comparaison entre Sarkozy et Hollande. Avec Sarkozy, vous aviez la baisse du coût du travail et l'augmentation de la TVA. Avec Hollande, vous avez l'augmentation de la TVA, mais vous n'avez pas la baisse du coût du travail. C'est pas eux qui peuvent demain proposer aux Français un vrai projet de redressement national. Donc il n'y a que nous qui pouvons le faire. C'est notre responsabilité. Comment est-ce qu'on peut le faire? D'abord en disant la vérité. Il y a beaucoup de mes amis qui me disent tous les jours, depuis le début de cette campagne, t'es trop pessimiste, tu leur tiens un discours trop dur, tu vas les décourager, tu vas leur saper le moral, parle-leur un peu plus gentiment, dis-leur des choses plus agréables. Eh bien, moi je continuerai à vous dire la vérité, parce que je pense que c'est parce qu'on ne vous a pas assez dit la vérité dans le passé, qu'on n'a justement pas été capable de mettre en œuvre les réformes nécessaires. Parce que quand on a menti avant les élections, c'est très difficile après de reconnaître qu'on a menti. Ou en tout cas qu'on n'a pas fait le bon diagnostic. C'est très difficile de vous proposer des réformes dures si on vous a dit avant les élections qu'il n'y avait pas besoin de réformes dures. C'est d'ailleurs l'impasse dans laquelle sont aujourd'hui les socialistes. Comment expliquer qu'ils vont faire le contraire, ou qu'ils devraient faire le contraire de ce qu'ils ont promis pendant 5 ans et de ce qu'ils ont promis pendant la campagne législative. Donc moi je continuerai à vous dire la vérité. Et puis ensuite, à partir de cette vérité, il faut proposer un projet de redressement national. Et vous voyez bien qu'on n'est pas dans une situation classique. On n'est pas comme dans une situation comme on en a connu ces 30 dernières années, où il suffit d'attendre l'alternance, en espérant que les socialistes ne fassent pas trop de dégâts, pour mettre en place notre politique à nous et améliorer les choses. Non, pas du tout. Ça ne suffira pas. Maintenant, la situation est trop grave. Pour relever la France, pour relever le continent européen, il faut des mesures énergiques. Et ces mesures énergiques, elles demandent que nous ayons un soutien populaire. Ça ne peut pas être la droite seulement contre la gauche. On ne redressera pas notre pays en faisant juste l'alternance politique. On ne redressera notre pays qu'en réussissant à convaincre un grand nombre de Français, pas tous naturellement, je le sais bien, mais en tout cas un grand nombre de Français, qu'il faut faire un effort. Et cet effort, voilà celui que je vous propose. D'abord, il faut produire. Pour moi, c'est l'essentiel. C'est le plus important. Si on ne recommence pas à produire et à vendre dans le monde, on n'a aucune chance de redresser notre économie. Il y a beaucoup de mes amis qui me disent, dans notre parti, on voit bien les débats qu'il y a en ce moment, mais il ne faut pas parler que d'économie, il faut parler de problèmes de société. Ah bon? Vous croyez qu'on va régler les problèmes de société si on n'a pas une économie qui fonctionne? On parle de racisme et de violence dans les banlieues et de jeunesse en déshérence. Vous pensez qu'on va régler cette question juste avec des policiers? Bien sûr qu'il faut mettre des policiers, il faut être sévère, il faut que la justice fasse son travail, elle ne le fait pas suffisamment, ok. Mais si on n'est pas capable d'offrir un avenir à cette jeunesse, si on n'est pas capable de lui offrir des perspectives, si on n'est pas capable de lui donner un travail, vous croyez vraiment qu'on va s'en sortir avec des policiers? Ben, il va falloir beaucoup de policiers. Et puis je vais vous dire une chose, comme on n'aura pas de richesse parce qu'on ne produira pas, on ne pourra pas les payer, les policiers. Donc de toute façon, c'est la production qui est au cœur de tout. Comment est-ce qu'on peut produire et vendre dans le monde? Ben, moi je ne suis pas un économiste très sophistiqué, comme l'a rappelé Patrick Ollier, que je suis tellement heureux d'avoir à mes côtés dans cette campagne, avec lequel j'ai une très très longue histoire. C'est un magnifique combattant gaulliste. J'aimais mieux quand il était maire de Serre-Chevalier, parce que ça permettait d'aller faire du ski avec lui. Et on en a fait ensemble. Comme il le disait tout à l'heure, j'ai commencé ma vie politique aux côtés de Joël Le Teul, donc j'ai pas peut-être fait toutes les études que certains ont fait. Donc du coup, en économie, je suis assez basique. Pour produire, j'ai qu'une seule solution à vous proposer. Il faut travailler. Il faut travailler, il faut travailler. Et donc je veux que la première décision que l'UMP prenne, et annonce à tous les Français, dès maintenant pour les s'y préparer, c'est l'abrogation totale des lois sur les 35 heures. Bon, je devance tout de suite votre objection, pourquoi l'avez-vous pas fait plus tôt? Vous voyez que je lis dans vos yeux. En 2006, j'ai écrit un livre qui s'appelait « La France peut supporter la vérité » et j'avais proposé qu'on aille même plus loin que l'abrogation des 35 heures, parce que l'abrogation des 35 heures, c'est le retour à 39. Moi, j'avais proposé qu'on supprime la durée légale du travail, qu'on s'inscrive dans la durée légale européenne, qui, je reconnais, est très élevée, autour de 45 heures, mais qu'on renvoie à l'obligation dans chaque entreprise d'un accord
entre la direction et les salariés sur le temps de travail. Pourquoi? Dans la limite de ce temps de travail européen. Pourquoi? Parce que c'est idiot de vouloir que tout le monde travaille pareil. Parce qu'il y a des métiers qui sont différents, parce que vous savez bien qu'il y a des métiers qui sont plus pénibles que d'autres, physiquement. Travailler, quand on est une femme, sur la chaîne d'abattage de volailles, de l'abattoir de Sablé-sur-Sarthe, dont j'ai été le maire pendant 20 ans, c'est plus dur que de travailler dans un bureau. Je ne dis pas que travailler dans un bureau, c'est pas dur, que ça ne demande pas d'autres qualités, mais c'est pas la même pénibilité. Chacun le sait, il n'y a qu'à aller essayer. Et donc pourquoi est-ce qu'il faudrait que tout le monde travaille 37, 38, 39, 40 heures? Ça n'a aucun sens. Et nous avons, notamment en 2003, sous l'autorité de Jacques Chirac, fait des réformes du droit du travail qui permettent aujourd'hui d'avoir des accords d'entreprise, qui permettent d'avoir des accords majoritaires dans les entreprises, qui permettent même, si c'est nécessaire, de faire des référendums dans l'entreprise, s'il y a des blocages syndicaux. Donc moi, je propose une liberté de négociation dans l'entreprise pour augmenter le temps de travail. La conséquence, c'est une augmentation du temps de travail pour les fonctionnaires. L'État comme des collectivités locales, pour toute la fonction publique, parce qu'on ne peut pas imaginer que les salariés du privé à faire un effort. C'est d'autant plus nécessaire qu'il va falloir baisser la dépense publique. On avait entamé ce travail avec Nicolas en ne remplaçant pas un fonctionnaire sur deux partant à la retraite pour ce qui compte quand il s'agit de l'État. Il faut continuer. Les socialistes ont arrêté cet effort. Non seulement il faut le continuer, mais il faut l'amplifier. Il faut l'étendre maintenant aux collectivités locales. Parce qu'on ne peut pas avoir l'État qui baisse ses dépenses d'un côté pendant que les collectivités locales augmentent le leur, sinon ça revient au même. C'est la même dépense, c'est les mêmes contribuables, c'est le même endettement. Donc il faut baisser la dépense publique. Vous ne pouvez pas baisser la dépense publique sans baisser le nombre de fonctionnaires. Et si vous baissez le nombre de fonctionnaires, comme il y a des services à rendre, ben c'est pas normal de demander à chacun de faire 1 heure, 2 heures ou 3 heures de travail supplémentaire. Voilà. Voilà le projet qui est le mien, et voilà celui que je veux porter avec vous. C'est de baisser le coût du travail. Je m'en suis expliqué, on avait proposé une baisse pour nous mettre au niveau de l'Allemagne, en augmentant de 2 points la TVA, les socialistes ne le font pas, et bien il faut revenir là-dessus. La troisième chose qui est nécessaire pour produire, c'est de faire en sorte que les salariés français soient mieux formés, et en particulier qu'ils puissent, en cours de vie professionnelle, s'adapter aux évolutions de l'économie qui sont très rapides. Nicolas Sarkozy avait fait une proposition que je reprends et que j'amplifie. Il avait dit, dans sa campagne présidentielle, il faut que tous les demandeurs d'emploi se voient proposer obligatoirement une formation professionnelle. Ben moi, je vais plus loin. Je voudrais que demain, on ne soit plus indemnisé parce qu'on est au chômage, c'est-à-dire parce qu'on est chez soi et qu'on va pointer à Pôle emploi 1 fois par semaine ou 1 fois par mois. Non, on est indemnisé parce qu'on est en formation professionnelle, parce qu'on se lève le matin, parce qu'on va à sa formation professionnelle, parce qu'on reste dans le milieu du travail. Vous voyez que c'est bien plus valorisant. C'est bien plus valorisant pour le salarié et c'est bien plus valorisant pour l'économie française qui utilise l'argent de l'indemnisation du chômage de manière positive pour améliorer sa compétitivité. Puis enfin, pour produire, il y a une chose qui est fondamentale, c'est qu'il faut laisser un peu de liberté aux producteurs. Et quand je parle des producteurs, je parle de tous les producteurs, qu'ils soient agriculteurs ou qu'ils soient industriels. Or, de ce point de vue-là, il faut bien reconnaître qu'on a péché. Mon gouvernement comme les autres. Trop de réglementation, trop de normes, trop d'impôts. Moi, je construis des objectifs très simples. Supprimer 1000 normes dans les 5 prochaines années. Se fixer une règle, jamais de normes en France supérieures à la moyenne des normes des autres pays européens. Parce qu'on est dans un marché qui est un marché ouvert, et la moindre des choses, c'est que les producteurs français soient à égalité en termes de compétition avec les autres Européens. Quand vous pensez qu'aujourd'hui les Allemands sont en train de nous donner des leçons en matière agricole, franchement, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers et c'est de notre faute. Et enfin, il faut que les impôts soient raisonnables. On ne peut pas prendre tous les résultats des entreprises. Parce que quand elles n'ont plus de résultats, ben, elles n'investissent plus. Il faut expliquer ça aux socialistes. Parce qu'ils n'ont jamais compris que les bénéfices, ça servait à investir dans le renouvellement du matériel, dans les nouveaux marchés, dans les nouveaux produits. Eux, quand ils entendent le mot bénéfice, ils ont les yeux qui se mettent à cligner et ils se disent on va prendre des impôts supplémentaires. Résultat, en 2013, 11 milliards d'impôts supplémentaires sur les entreprises en pleine crise. Alors que les entreprises sont déjà dans une situation avec les marges les plus faibles de tous les pays européens. Alors qu'il y a des plans sociaux partout. Alors qu'il y a des menaces de faillite partout, 11 milliards.
d'impôts supplémentaires. C'est pour ça que je dis que la situation est grave. C'est pour ça que je dis qu'on va vers la récession. C'est pour ça que je ne sais pas dans quel état sera l'économie française et notre pays le jour où nous aurons de nouveau la responsabilité de conduire les affaires. La deuxième chose que je veux vous proposer pour redresser la France, c'est de réorienter le projet européen pour que l'Europe nous protège. Bon, tout à l'heure, Patrick a rappelé que j'avais voté contre Maastricht. Je veux dire, aujourd'hui, c'est plus le débat. On peut en discuter, on peut dire qu'on avait peut-être raison de penser qu'on ne pouvait pas avoir une monnaie sans avoir un gouvernement qui soit capable de piloter l'économie européenne, qui soit capable au moins d'harmoniser les fiscalités entre les Européens, surtout entre les entreprises. Mais aujourd'hui, je veux dire, c'est pas le sujet. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a eu ce basculement que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'Asie qui est en train de prendre le leadership de l'économie mondiale. Ces pays immenses. Et pour se battre contre ces pays, on a besoin de l'Europe. On ne peut pas y aller tout seul. Je sais bien qu'il y a des partis qui vous disent qu'il faut sortir de l'euro et il faut sortir de l'Union européenne. On est 65 millions de Français. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur la Terre. Il y en aura bientôt 9. Vous pouvez dire aux Chinois, j'interdis le marché français aux produits chinois. Ça va leur faire de la peine. Mais ça ne les fera pas pleurer. Parce que la France, pour eux, c'est quoi? 3 grandes villes chinoises? Ils peuvent se passer du marché français. Ils ne peuvent pas se passer du marché européen. 500 millions d'Européens, avec un pouvoir d'achat qui reste quand même élevé, ça c'est un marché dont on ne peut pas se passer. Donc oui, il faut serrer les coudes. Puis vous imaginez aujourd'hui nos entreprises qui sont ouvertes dans le monde entier, qui auraient à gérer des variations de taux de change entre l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne. Ça n'a plus aucun sens. Donc on a besoin de protéger cette monnaie. Comment est-ce qu'on peut le faire? En créant une vraie place forte européenne. Une place forte européenne qui nous permet de nous défendre, parce qu'on est dans une guerre. Et dans une guerre, on a besoin de se défendre. On n'a pas besoin d'abaisser nos défenses. Cette place forte européenne, comment est-ce qu'on peut la faire? On peut la faire avec un gouvernement économique, simplement autour de quelques pays européens. Autour des pays européens qui sont grosso modo les fondateurs de l'Union européenne. On peut la faire autour d'une union franco-allemande, parce qu'on a les mêmes intérêts avec les Allemands, parce qu'on a les mêmes caractéristiques, parce qu'on a les mêmes objectifs. C'est pour ça d'ailleurs que je suis tellement critique à l'égard de François Hollande, qui a gâché la relation franco-allemande, qui s'est moqué d'Angela Merkel, qui s'est servi de l'Allemagne et de la chancelière allemande à des fins de politique intérieure, ce qui est sans doute la plus grave faute qu'on puisse commettre. On n'est pas un homme d'État quand on fait ça. Quand on est un homme d'État, la politique politicienne, elle s'arrête aux frontières du pays. On ne met pas en cause un chef d'État d'un autre pays, surtout d'un pays ami et voisin comme l'Allemagne, pour défendre simplement ses propres intérêts dans la campagne présidentielle. C'est une faute. Et ça montre qu'il n'est pas un homme d'État. Ça montre qu'il n'a pas, contrairement à ce que disent les journalistes de BA qui ont admiré sa prestation à sa conférence de presse, ça montre qu'il n'a toujours pas endossé le costume du président de la République. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'on ne peut pas faire cette Europe qui protège avec tous les pays européens? Parce que j'ai l'expérience d'avoir été pendant 5 ans chef du gouvernement, je sais comment ça marche l'Europe. Je les ai fréquentés tous les jours, et je sais qu'on n'y arrivera jamais, en tout cas qu'on n'y arrivera pas avant des années et des années à convaincre les autres pays d'aller vers cette Europe qui protège. Puis je vais vous dire, même si on arrivait à en convaincre 26, il y en a toujours un 27e qu'on n'arriverait pas à convaincre. Parce que pour nos amis britanniques, l'Europe qui protège, jamais. Jamais. Je sais qu'ils sont très nombreux dans le Périgord, c'est très bien, mais vous les connaissez, ils ont leurs caractéristiques, j'ai beaucoup d'admiration pour eux, mais on ne peut pas faire l'Europe qui protège avec eux. Donc il faut faire l'Europe qui protège à côté d'eux. Et puis, ils continueront à rester dans une Union européenne qui conserve des compétences, mais le cœur de l'Europe, ce sera l'Europe qui protège autour de l'Union franco-allemande. Alors vous allez me dire que je suis peut-être un peu pessimiste et que, après tout, en s'y mettant tous, on pourrait peut-être convaincre les Anglais de changer d'avis. Il se trouve que j'ai une petite expérience personnelle, je suis marié avec une Anglaise. Je sais qu'on ne peut pas changer d'avis comme ça. La dernière chose qui est fondamentale si on veut redresser notre pays, c'est peut-être le plus important, c'est de retrouver la fierté d'être français. Parce que dans cette mondialisation, on a besoin de notre unité, on a besoin d'être fiers de notre pays. On a besoin, si on veut que les Français travaillent, si on veut que les Français fassent des efforts, si on veut que les Français fassent des sacrifices, on a besoin
de les mobiliser autour d'un projet national, d'un vrai projet national. Et pour ça, il faut qu'ils aient de l'admiration pour leur pays. Or, aujourd'hui, vous le savez bien, il y a des Français qui ne sont pas fiers d'être Français. Il y a ceux qui sifflent la Marseillaise dans les stades. Il y a ceux qui se trompent de drapeau les soirs d'élection. Il y a tous ceux qui sont en train de s'organiser en communauté, comme si au fond, ils pouvaient constituer des sortes d'États dans l'État, des sortes de ghettos, où leurs coutumes, leurs traditions et leurs croyances passent devant les valeurs de la République. Nous avons le devoir de lutter contre tout ça. Comment est-ce qu'on peut faire? D'abord, il faut que l'exemple vienne d'en haut. Et moi, je demande une nouvelle fois, solennellement, grâce à vous, à travers vous, à François Hollande, d'arrêter de dénigrer en permanence l'histoire de France. Nous n'avons pas de raison de nous repentir de notre histoire. Nous avons au contraire à la magnifier, à la glorifier. Notre histoire, c'est une histoire magnifique. C'est une histoire qui a fait le tour du monde. C'est une histoire qui a exporté les idées françaises à travers toute la planète, et pas seulement depuis la Révolution, depuis le siècle des Lumières. Pourquoi le succès, c'est-à-dire le socle de compétences et de connaissances fondamentales, alors l'État, l'école doit prendre un engagement. C'est de ne laisser aucun élève sortir du système scolaire sans qu'il maîtrise au minimum ses savoirs fondamentaux. Vous allez me dire, mais comment? Eh bien, s'il y en a qui ont besoin de rester un an de plus, il reste un an de plus. S'il y en a qui ont besoin de rester 2 ans de plus, il reste 2 ans de plus. S'il y en a qui ont besoin de rester 3 ans de plus, il reste 3 ans de plus. S'il y en a qui ont besoin de passer par l'apprentissage, parce que c'est mieux pour eux, pour acquérir ces mêmes savoirs fondamentaux, eh bien ils passent par l'apprentissage. Et puis on exclut rentrer en 6e un élève qui n'a pas la capacité dont on sait à l'avance qu'il va se noyer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le met dans une classe de soutien. Et dans cette classe de soutien, on met un seul enseignant qui va assurer la transition entre l'école primaire et le collège. Alors on me dit, mais c'est la fin du collège unique. Mais on s'en fiche. Les symboles, les dogmes, non, ce qu'il faut c'est le résultat. Le résultat c'est que un pays moderne comme le nôtre, qui laisse les jeunes sortir à la fin d'une scolarité obligatoire qui est longue, quasiment sans savoir lire et écrire, pour certains d'entre eux, c'est criminel. C'est criminel et ça génère une jeunesse, une partie de la jeunesse qui naturellement ne peut pas s'intégrer dans la société. Comment voulez-vous vous intégrer aujourd'hui dans une société aussi complexe que la nôtre si vous ne maîtrisez pas un minimum de savoirs fondamentaux? La troisième chose qui est nécessaire pour retrouver la fierté nationale, c'est de réduire les injustices sociales. Alors bien sûr, tout le monde pense aux écarts de salaire. Bon, il y a des impôts pour ça. C'est normal qu'on paie des impôts en fonction de sa capacité contributive. Bon, on n'est pas obligé d'inventer des taux à 75% ridicules qui font fuir les quelques talents qui restaient encore en France dans ce domaine. Et d'ailleurs, puisque je parle des 75%, permettez-moi une petite digression. Quand François Hollande a annoncé qu'il allait faire payer 75% d'impôts à ceux qui gagnaient 1 million d'euros par an, je suis convaincu que dans la salle, tous vous vous êtes dit, on s'en fiche, on n'est pas concerné. Peut-être même que certains d'entre vous vous êtes dit, on ne va pas pleurer. S'ils gagnent 1 million d'euros par an, ils peuvent payer des impôts. Mais vous savez que les socialistes faut toujours faire attention. Parce que pendant l'été, la définition du riche a un peu changé. Et comme je vois que dans la salle, il y a quelques retraités, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Vous êtes riches, puisque c'est vous qui allez payer les impôts supplémentaires en 2013. C'est le fait qu'il y ait des gens qui soient à la solidarité nationale et auxquels on ne propose pas de participer à l'effort de redressement, auxquels on ne participe pas de participer à la vie sociale. Parce qu'au fond, personne n'est inutile. Et donc personne n'a le droit de vivre seulement de la solidarité nationale. C'est pour ça qu'à l'UMP, nous proposons maintenant qu'on ne puisse plus toucher le revenu de solidarité active si on n'accepte pas de faire au minimum 7 heures de travail par semaine pour participer au fonctionnement des services publics locaux. Et enfin, il faut sauver notre système de santé. J'ai dit tout à l'heure que c'était le meilleur du monde. Mais on sait aussi qu'il est menacé. Et il est menacé par quoi? Pas par les honoraires des médecins. Il faut arrêter de dire que des médecins qui travaillent 10 heures par jour, qui ont 12 années de formation et qui ont notre vie entre leurs mains sont des gens qui sont trop payés. C'est un scandale. Moi, je suis aux côtés de ceux qui aujourd'hui protestent
C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la surconsommation de soins. Le sujet, c'est le gaspillage. Le sujet, c'est la fraude. Le sujet, c'est le patient qui va avoir 4 médecins quand il devrait en avoir un seul. Le sujet, c'est le patient qui va aux urgences pour n'importe quoi. Le sujet, c'est le patient qui exige des médicaments qui servent à rien. Le sujet, c'est le patient qui exige des arrêts de travail alors qu'il n'y a pas droit. Oui, c'est ça qu'il faut combattre. C'est comme ça qu'on peut sauver le système de santé. J'ai parlé tout à l'heure de mon épouse britannique. Vous savez, quand il y a 30 ans, elle est venue dans ma famille pour la première fois dans la Sarthe et qu'elle a vu l'armoire à pharmacie, elle a cru qu'elle était tombée dans un hôpital. Parce qu'on est le seul pays au monde à consommer autant de médicaments. Et puis enfin, il faut évidemment abroger cette loi scandaleuse sur le plan moral que les socialistes ont fait voter, qui donne la gratuité totale des soins aux étrangers en situation irrégulière. Enfin, si on veut retrouver cette fierté d'être français, il faut qu'on réussisse un exploit. Il faut qu'on réussisse à poser sereinement, froidement, techniquement, la question de l'immigration. Il faut qu'on arrête de se laisser entraîner dans ce débat passionnel, avec d'un côté les cris de haine de l'extrême droite et avec de l'autre la fausse générosité et l'angélisme de la gauche. L'immigration, c'est une question technique, c'est une question politique qui doit être résolue par des décisions, pas par des cris. C'est vrai qu'on est un pays d'immigration, on l'a toujours été. On a toujours accueilli des étrangers sur notre territoire, depuis l'origine de l'histoire. Et ces étrangers, dans le passé, d'abord, ils ont participé à la construction de notre économie, et il y en a même beaucoup qui sont morts pour défendre notre pays. Seulement, ces étrangers, ils se sont intégrés. J'utilise un mot qui m'est souvent reproché, je dis, ils se sont assimilés. Pourquoi je dis ça? Peut-être qu'il y en a dans la salle. Parce que je pense à des étrangers qui sont arrivés il y a quelques années, il y a un certain nombre d'années dans notre pays, et qui ont tellement adhéré aux valeurs de la République qu'on pourrait dire qu'ils sont devenus presque plus français que les Français qui les avaient accueillis. Et vous voyez à quoi je veux faire allusion. Pourquoi est-ce que ça ne marche plus? Ben, si vous regardez les choses froidement, ça ne marche plus pour une raison de nombre. Ça ne marche plus pour une raison de proportion. C'est parce que dans le passé, on accueillait des étrangers dont l'économie française avait besoin et dans une proportion qui était compatible avec la démographie française. Aujourd'hui, on a une économie qui est en crise et on a une population française qui vieillit. Donc on a une population active qui diminue. Donc on ne peut pas accueillir autant d'étrangers. Donc il ne faut pas pousser des cris, il faut juste dire, voilà, chaque année, on va fixer le nombre maximum d'étrangers qu'on peut accueillir sur notre territoire. Et moi, je veux que ce soit le Parlement français qui le fasse. Que ça ne soit pas dans les bureaux. Que ça soit transparent, que ça soit un grand débat devant les Français chaque année. C'est ce que fait le Canada. Au Canada, chaque année, le Parlement vote sur le nombre maximum d'étrangers que le pays accueillera l'année suivante. Il vote sur les métiers et les professions qu'il veut prioritairement accueillir parce qu'elles correspondent à des besoins pour ce pays. Et il vote sur les régions du monde vers lesquelles ils veulent prioritairement se tourner parce qu'on doit avoir une immigration équilibrée. On ne peut pas laisser s'installer sur notre territoire. Elles sont tellement nombreuses, considèrent qu'elles peuvent prendre une certaine liberté par rapport aux lois républicaines. Oui, il faut que le Parlement français décide sereinement d'une politique d'immigration qui soit une politique réaliste. Ça, c'est une politique. C'est pas les cris. Quand j'entends que, même dans notre propre famille politique, il y a des gens qui disent qu'il faut une immigration zéro, mais c'est des slogans idiots. Ça veut dire quoi? Alors on refuse les médecins étrangers? On refuse les étudiants? On refuse les chercheurs? On refuse les ingénieurs? On s'enferme sur nous-mêmes? 65 millions d'habitants barricadés dans un monde qui est un monde de réseau, qui est un monde totalement ouvert? Ça n'a aucun sens. Il faut une immigration qui soit une immigration strictement respectée. Alors ça emporte une condition, c'est qu'il faut que les frontières de l'Union européenne soient surveillées. Nicolas Sarkozy avait lancé un pavé dans la mare en disant « S'il n'y a pas une police européenne aux frontières, alors nous, on sera obligés de reprendre le contrôle des nôtres. » Ben, il avait raison. Si on demande au Parlement de voter chaque année le nombre maximum d'étrangers qui peuvent venir sur notre territoire, il ne faut pas que la décision du Parlement français soit bafouée par une absence de contrôle aux frontières de l'Union européenne. Donc il faudra se battre pour qu'il y ait une police européenne aux frontières, sinon il faudra reprendre le contrôle des nôtres. Enfin, la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que pour retrouver cette fierté d'être français, il faut protéger notre unité nationale.
On est un pays qui s'est construit autour d'un gouvernement central fort. Ça a commencé sous l'Ancien Régime, ça s'est poursuivi avec la République. Ce gouvernement central fort, il n'a eu de cesse que d'imposer une langue. Il n'a eu de cesse que de faire en sorte qu'il y ait une culture française, qui est la culture qui rayonne dans le monde entier. Et il n'a eu de cesse que de faire en sorte que les religions, pour dire les choses plus simplement, la religion majoritaire, la religion catholique, la religion dans laquelle nous tirons pour beaucoup d'entre nous nos racines, que cette religion accepte les valeurs, l'autorité de la République, l'autorité du gouvernement. Ça n'a pas été simple. Il y a eu 200 ans de combat entre la République et la religion catholique pour qu'elle accepte ces valeurs. Eh bien aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de laisser s'installer des communautés. Nous n'avons pas le droit de laisser s'installer des comportements communautaires. Nous avons le devoir d'exiger de toutes les religions, et pour dire les choses simplement de la religion musulmane, qu'elle respecte ce qu'on a demandé de respecter à la religion catholique. C'est pour ça que nous sommes tellement opposés au droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales. C'est pas parce qu'on est des xénophobes, c'est pas parce qu'on n'aime pas les étrangers, c'est pas parce qu'on pense que ces étrangers qui vivent depuis longtemps dans nos villes ne seraient pas capables de porter un jugement sur la gestion municipale. C'est parce qu'à la minute où vous acceptez que quelqu'un qui n'est pas citoyen français vote aux élections locales, vous acceptez qu'il y ait un vote communautaire. Vous acceptez qu'il y ait des listes communautaires. Vous acceptez qu'un jour, dans une ville de France, il y ait une majorité communautaire avec des projets qui sont des projets contraires aux valeurs de la République française. Voilà comment on pourrait bâtir ensemble un projet de redressement national. Pourquoi je dis bâtir ensemble? Parce que moi, je veux le bâtir avec vous. Je veux m'adresser à l'intelligence des adhérents de l'UMP. Je veux m'adresser à vos individualités. On est 300 000. Ça veut dire 300 000 histoires différentes. Ça veut dire 300 000 expériences différentes. Même dans cette salle, tout le monde n'est pas d'accord sur tout. Il y a des gens qui sont plus au centre, il y en a qui sont plus libéraux, il y en a qui sont plus gaullistes, il y en a qui sont plus à droite. Vous avez tous des choses à dire. Moi, je ne veux pas que les adhérents de l'UMP, ça soit simplement une masse de manœuvres pour faire la guerre. On a besoin que vous montiez dans des cars pour aller soutenir les candidats aux élections. Oui, on a besoin de ça. Parce que je peux vous dire, faire une réunion dans une salle vide, c'est pas agréable. Hein, ça ne donne pas le moral. Mais vous ne pouvez pas être réduit à ça. Vous avez un autre rôle à jouer. Et moi, je veux que vous participiez à l'élaboration du futur programme de gouvernement de l'UMP. Parce que si ce projet est élaboré avec vous tous, alors ce sera forcément un projet qui parlera à une majorité de Français. Parce que ce sera un projet qui vous ressemblera. Et comme vous-même vous ressemblez aux Français, eh bien, ce sera un projet que les Français comprendront. Comment on peut y arriver? Je veux transformer la carte d'adhérent de l'UMP en une carte d'électeur. Je veux que cette carte d'adhérent de l'UMP, à condition naturellement, monsieur le secrétaire départemental, que je veux remercier pour la manière dont il organise. Je disais, monsieur le secrétaire départemental, la carte d'adhérent de l'UMP, à condition qu'elle soit à jour de cotisation. Je veux qu'elle devienne une carte d'électeur, au sens strict du terme. C'est-à-dire une carte avec laquelle vous puissiez voter simplement le barnum qu'on va être obligé d'organiser pour l'élection à la présidence, avec des gens qui vont devoir faire 50 km pour aller voter. Il y a des méthodes modernes maintenant, il y a l'Internet. Si on sécurise le système, on doit pouvoir avoir une carte d'électeur qui vous permettrait de vous prononcer régulièrement sur les choix stratégiques de votre parti. Je veux organiser tous les ans des référendums internes pour que vous donniez votre avis sur la ligne politique de l'UMP. Je veux qu'avec cette carte d'électeur, vous puissiez donner votre avis sur les candidatures aux élections, à toutes les élections, parce que vous avez aussi votre mot à dire sur les candidatures. Vous connaissez le terrain, vous connaissez les hommes et les femmes, vous pouvez donner un avis. Et franchement, un candidat qui n'a pas réussi à séduire la majorité de ses militants, il y a peu de chances qu'il réussisse à séduire la majorité de ses électeurs. Je veux qu'avec cette carte d'électeur, vous puissiez voter aux primaires ouvertes que nous organiserons pour choisir notre candidat à l'élection présidentielle. Parce qu'on n'est pas obligé d'être plus bête que les socialistes. Nous aussi, on peut monopoliser tous les médias pendant 3 mois autour de nos débats, de nos valeurs, de nos projets et de nos personnalités. Et enfin, je veux qu'on crée des écoles de cadres. Je veux qu'on crée des écoles de cadres décentralisées pour que les militants puissent se former au débat politique.
Parce que là, on est entre nous, ça a l'air facile tout ça. Je dis, il faut travailler plus, tout le monde applaudit. Peut-être que quand il faudra aller le dire dans l'atelier, ça sera un peu plus compliqué. Et il faudra des militants qui soient des militants formés pour défendre le projet. Quand il faudra aller dans les bureaux, ça sera peut-être encore un peu plus difficile. Et il faudra des militants qui soient bien formés. Puis alors, quand il faudra aller dans les salles de profs, il faudra des militants qui soient très très bien formés. Je veux simplement vous dire que j'ai voulu que dans cette équipe, il y ait à la fois Valérie, parce que c'est un ministre de grand talent, et qui sera certainement un secrétaire général très efficace, qui est Laurent Wauquiez, parce que c'est aussi un jeune talent, mais qui représente plutôt, j'ai envie de dire, l'aile sociale, l'aile centriste de l'UMP. Et puis j'ai demandé à Éric Ciotti, qui est le président du Conseil général des Alpes-Maritimes, de diriger ma campagne et d'être demain secrétaire général adjoint de l'UMP, parce que je veux montrer qu'on peut avoir dans son équipe des gens qui sont au centre et des gens qui sont très très à droite. À partir du moment où on a le même projet commun pour la France. Pourquoi est-ce qu'il faudrait diviser en tranches notre électorat? Pourquoi est-ce qu'il faudrait se recroqueviller sur une partie seulement de la droite? On ne gagnera pas les élections en s'appuyant sur une fraction de la droite. Et comme disait le général de Gaulle, on ne gouverne pas la France au nom d'une fraction. On gouverne la France au nom du peuple français. Et d'ailleurs, il y a une grande différence entre la gauche et nous. C'est que chez nous, vous n'entendez jamais parler de peuple de droite. Nous, eux, ils parlent du peuple de gauche. Nous, on ne parle pas du peuple de droite pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de peuple de droite, il n'y a pas de peuple de gauche, il y a un seul peuple, c'est le peuple français. Il y en a qui votent à gauche, il y en a qui votent à droite, mais c'est le même peuple. Alors, je voudrais terminer en vous disant juste quelque chose peut-être d'un peu plus personnel. Moi, je suis un militant, et je suis un militant depuis l'âge de 14 ans. Parce qu'à 14 ans, j'ai fait une rencontre qui est restée spirituelle, malheureusement. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de lui serrer la main. J'ai fait une rencontre avec un homme qui a changé ma vie, puisque depuis que je l'ai rencontré, j'ai toujours milité. Cet homme, c'était le général de Gaulle. À 14 ans, j'avais mis des photos du général de Gaulle partout dans ma chambre. Ça surprenait un peu mes copains, parce qu'eux, ils mettaient des photos de Che Guevara. Bon, franchement, quand je vois le bilan de l'un et de l'autre, j'ai pas honte d'avoir soutenu le général de Gaulle. Mais ce qui me fascinait chez le général de Gaulle, c'est qu'au fond, il avait sauvé la France 3 fois. Il avait sauvé la France une première fois du déshonneur, en incarnant à Londres et dans la résistance la France éternelle. Ce qui me permet de redire à François Hollande, même si j'ai vu que ça me valait des critiques, que je n'accepte pas qu'ils disent que la France est coupable des crimes qui ont été commis sur son territoire pendant l'occupation. C'est pas la France. On peut dire c'est le gouvernement français, on peut à la limite dire c'est la France officielle, comme l'avait dit Jacques Chirac. Mais on ne peut pas dire que c'est la France éternelle, parce que la France éternelle, c'était De Gaulle, c'était les résistants, et puis c'était surtout ces millions de Français qui souffraient de l'occupation, qui souffraient du déshonneur, qui souffraient de la privation de liberté. On ne va quand même pas dire qu'ils étaient complices des crimes qui ont été commis sur leur territoire. Puis ensuite, le général de Gaulle, il a sauvé la France une deuxième fois. Il l'a sauvé de la faillite. Parce qu'en 1958, on était en faillite. J'ai utilisé ce mot, on me l'a reproché, je le revendique. Oui, il a relevé la monnaie française. Oui, il a jeté les bases de l'économie moderne, dont nous profitons encore aujourd'hui. Il y a même des moteurs de l'économie française du XXIe siècle qui doivent tout à De Gaulle et à Pompidou. Les trains à grande vitesse, De Gaulle et Pompidou. L'Airbus, l'industrie aérospatiale, De Gaulle et Pompidou. L'industrie nucléaire française, De Gaulle et Pompidou. Oui, il a sauvé la France une deuxième fois. Puis enfin, il a sauvé la France une troisième fois. Il a sauvé la France de ce que j'appelle les politiciens. C'est-à-dire ceux qui, parmi les hommes politiques, préfèrent leur parti à leur pays. Ceux qui finissent par oublier l'intérêt général parce qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent qu'à leur pouvoir. Ils ne pensent qu'à leur nomination. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts. C'est eux qui avaient mis par terre le pays sous la 4e République. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de partis, qu'il y avait tellement de chefs. Ils passaient tout leur temps à négocier entre eux. Et quand on négocie des compromis, on finit par oublier le sens de l'intérêt général. De Gaulle nous a donné des institutions qui nous ont permis de nous défendre un peu contre ces comportements qui sont des comportements naturels, qui sont des comportements humains. Un président de la République élu au suffrage universel. Quand Nicolas Sarkozy s'exprimait en Europe, tout le monde savait qu'il n'avait pas besoin de se retourner pour demander l'avis de 4 chefs de parti avant de prendre une décision. Ce n'est pas le cas de Mme Merkel. C'est pour ça d'ailleurs souvent qu'on a un problème dans le dialogue franco-allemand. C'est qu'on a un président de la République française qui dit voilà ce qu'il faut faire,
Et on a une chancelière allemande qui, quelles que soient ses qualités, est obligée d'aller négocier avec sa coalition. Et quand on négocie avec une coalition, on fait des compromis. On lâche quelque chose. On lâche des postes au gouvernement, on lâche des pouvoirs, ou alors pire encore, on lâche sur le fond. Nous, on a besoin, pour redresser le pays, d'une majorité. On n'a pas besoin d'une coalition. On a besoin d'une majorité, c'est pour ça que je me bats tellement pour rassembler les centristes, les libéraux, les gaullistes, les conservateurs de droite dans la même famille politique. Mais pour ça, il ne faut pas toucher à nos institutions. Il ne faut pas mettre de la proportionnelle, comme le propose le rapport Jospin et comme François Hollande s'y est engagé. Même un tout petit peu. Parce qu'un tout petit peu de proportionnel au législatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de majorité. Ça veut dire qu'il y aura des coalitions. Ça veut dire qu'on va retomber dans les errements qui sont les errements de la 4e République. Alors vous voyez, je termine mon discours en vous parlant de Gaulle. Vous allez vous dire, il a vraiment la cheville qui est très enflée. Je vous rassure, je ne me prends pas pour De Gaulle. Mais je pense que quand la France est devant une situation aussi dure que celle que nous rencontrons, on doit se référer aux meilleurs exemples. Et pour moi, aujourd'hui, le meilleur exemple, dans cette situation, c'est le général de Gaulle. Parce que c'est l'esprit de résistance. C'est la fierté d'être français. Et puis en même temps, c'est le sens de l'intérêt général et c'est l'amour de notre pays.